Alors maintenant, on va regarder algébriquement clos ou pas algébriquement clos. Alors, d'abord, si c'est algébriquement clos, c'est forcément infini. Hein, d'accord. Oui, quand un corps est fini, il ne peut pas être algébriquement clos, c'est juste une question de dénombrement entre le nombre de polynômes et le nombre de racines possibles. Euh, voilà. Alors il peut y avoir algébriquement clos, ça ne veut pas dire qu'on est sur C. Hein. Il y a la clôture algébrique de FP, il y a la clôture algébrique de Q, il y a la clôture algébrique de R, et C, c'est la clôture algébrique de R, si vous voulez. C'est pas. Attention, hein, ça aussi, c'est des fois une naïveté à laquelle il faut prendre garde. Alors, maintenant, dans l'algébriquement clos, commençons par les polynômes. Dans les polynômes, on a une réduction. Tout polynôme est scindé. Voilà. Voilà. Donc on peut le factoriser en facteur de degré 1. D'accord. Voilà. Maintenant, en termes de réduction, ben ça va impliquer que le polynôme caractéristique va être scindé, et donc toute matrice va être trigonalisable sur un corps algébriquement clos. Et si on doit regarder d'où ça vient que on va toujours avoir des sous-espaces stables de dimension 1, c'est-à-dire des vecteurs propres. Étant donné qu'on va avoir un polynôme caractéristique scindé, on va avoir des valeurs propres, et pour les valeurs propres, on va avoir un vecteur propre, et la droite engendrée par le vecteur propre, ça va être un sous-espace stable de dimension 1. Et en quotientant par ce sous-espace stable, et en faisant une récurrence, on a la trigonalisation. C'est une méthode pour avoir la trigonalisation par le quotient. Voilà, donc ça c'est quand même important que ce 1 du degré des polynômes que l'on a obtenu dans la décomposition d'un polynôme donné se retrouve comme un 1 de dimension de sous-espace stable. D'accord? Alors ensuite, vous avez Dunford. Donc vous avez un Dunford, toute matrice peut se décomposer en diagonalisable plus nilpotent qui commute. Et ce Dunford n'a pas de restriction puisque tout est diagonalisable. Ensuite, vous avez les formes quadratiques. Et là, sur un corps algébriquement clos, à partir du moment où il n'est pas de caractéristique 2, vous pouvez faire la méthode de Gauss. Et la méthode de Gauss, vous pouvez aller jusqu'au bout de la méthode de Gauss parce que tout élément, comme on est en algébriquement clos, tout élément est un carré. Voilà. Alors ça, quand tout élément est un carré, on n'a pas forcément besoin d'algébriquement clos. C'est ce qu'on appelle quadratiquement clos. C'est quelque chose d'un petit peu plus faible. Mais finalement, ça nous permet de ranger tous les coefficients de notre somme de carrés à l'intérieur. Et pour avoir finalement qu'une seule matrice de forme normale, c'est la matrice avec que des 1 et éventuellement des 0, ce qui fait que le rang est un invariant total, donc deux formes quadratiques sont congruentes si et seulement si elles ont même rang. Hein, ça c'est assez fort. Voilà. Alors ce qu'il faut faire attention dans l'algébriquement clos, c'est des fois on a pris l'habitude dans R de diviser par exemple par x2 plus 1. Bah oui, x2 plus 1 c'était jamais nul. Bon voilà. Mais là ça peut être nul. Parce que c'est algébriquement clos, donc oui, c'est fait pour ça. Ça, c'est le petit danger, c'est le petit retour de boomerang de la clôture algébrique. Bon, alors maintenant, quand c'est non algébriquement clos, bon, c'est pas non plus vraiment un problème, mais il faut savoir ce qu'on peut faire. D'abord, la factorisation dans K de x, regardez dans R de x, c'est exactement ça qu'on fait. On factorise et on regroupe des éléments qui étaient conjugués. Et en fait, la factorisation, de toute façon, tous ces anneaux sont factoriels, donc il y a unicité de la factorisation, mais il faut voir quels sont les irréductibles finalement. Et les irréductibles de R de x, ce sont toujours les polynômes de degré 1, comme là, mais pas que cette fois-ci. On a aussi les polynômes de degré 2, avec discriminant strictement négatif, mais c'est tout, parce qu'on peut toujours regrouper les racines 2 par 2 conjuguées.
Là, ici, ben, on a vu qu'il existait des polynômes irréductibles, on a vu tout à l'heure, qu'il existait des polynômes irréductibles de tout degré, quel que soit le degré. D'accord? Donc ici, c'était juste 2, mais là, vous pouvez avoir des polynômes irréductibles en tout degré. Ça vient du fait qu'il existe une extension fpn de fp, qui est de degré n, et qu'elle est engendrée par un élément. Donc on regarde l'annulateur de cet élément minimal. Et du coup, comme irréductible dans z sur pz implique irréductible sur z, implique irréductible sur Q, et ben, on va avoir des irréductibles en tout degré sur Q de x. Voilà. Alors maintenant, pour les matrices, Dunford, oui, demande d'avoir quelque chose de trigonalisable. Il faut rappeler que le polynôme caractéristique de la matrice, pour appliquer Dunford, doit être trigonalisable. Voilà. Maintenant, les sous-espaces stables par un endomorphisme ne sont plus de dimension 1, mais en revanche, vous avez des matrices. Regardez, vous prenez un polynôme irréductible et vous regardez sa matrice compagnon, irréductible sur R, bon, et vous prenez sa matrice compagnon, ça va vous faire, par exemple, sur R, x2 plus 1, sa matrice compagnon, ça va être, vous reconnaissez la représentation réelle du complexe I, et ça va vous donner alors vous en avez d'autres, hein, comme ça, hein, vous avez des matrices 2,2 qui n'ont pas de sous-espace stable de dimension 1. Donc si on veut une trigonalisation, une forme de trigonalisation, il nous faut des blocs 1,1. Là, ça va être une trigonalisation avec des blocs qui vont être de taille. Ici, les tailles de polynômes irréductibles. D'accord? Donc ça veut dire que par exemple sur R, on peut toujours trigonaliser en quelque sorte par bloc 2,2. Voilà, ça c'est bon à savoir. Mais sur FP et sur Q, alors là, on trigonalise par bloc, mais par bloc irréductibles qui peuvent être de taille quelconque. Donc pensez à des matrices compagnons de polynômes irréductibles. Comme le polynôme caractéristique est irréductible, il ne peut pas y avoir de sous-espace stable. Hein, vous pouvez démontrer ça. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses. Maintenant, en ce qui concerne les formes quadratiques, donc quand c'est plus algébriquement clos, alors là, c'est dramatique. Hein, le changement de passage. Alors, on arrive avec la signature à s'en sortir un peu sur R, mais après, sur les autres corps, sur Q, c'est vraiment très difficile. C'est les principes de Haas et les trucs comme ça qui sont vraiment hors portée. Voilà. Je mets là, un petit peu à part, les problèmes quadratiques en fonction du corps. Alors là, généralement, ce qui va faire vraiment la distinction dans un premier temps, c'est la caractéristique 2 et la caractéristique différente de 2. Donc en caractéristique 2, déjà, vous regardez AX2 plus BX plus C égale 0. Vous voulez le résoudre, et là, vous voyez que vous retournez à l'âge de pierre, quoi. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ta gueule. Ça va être tout noir. Ta gueule. Il faut diviser par 2. Non, on peut pas. Donc vous voulez résoudre ça, allez-y. Hein. En caractéristique 2, voilà, on ne peut pas diviser par 2. La formule ne marche pas. Alors comment on résout? Voilà, déjà, le problème est posé. Ensuite, les formes quadratiques, on n'a pas de forme polaire, parce qu'encore, la forme polaire, on divise par 2. Donc c'est une théorie complètement à part. Juste pour vous donner un tout petit aperçu, regardez la formule, à cause du Frobenius, on a x2 plus, grâce au Frobenius, hein, on a x2 plus y2 égale x plus y carré. On est très content souvent, mais là, c'est dramatique pour les formes quadratiques, parce que là, on avait l'habitude que cette forme quadratique-là, elle est de rang 2, parce qu'on a 1, 1, et celle-ci, elle est de rang 1. Donc, vous voyez que l'égalité prouve qu'il n'y a pas une notion habituelle du rang, on ne peut pas définir le rang d'une forme quadratique comme on a l'habitude de faire, c'est dramatique. Bon, maintenant, en caractéristiques différentes de 2,
Bah ouais, donc déjà, ces problèmes, on sait résoudre l'équation du second degré si on sait ce que c'est qu'un carré. D'accord. Voilà, parce que le truc, c'est que le discriminant, on veut que ce soit un carré. Si c'est un carré, on sait résoudre. Donc, il faut comprendre le groupe suivant, K étoile sur K étoile carré. Ça, c'est un groupe multiplicatif. Ça, c'est un sous-groupe multiplicatif. Les carrés, ça forme un sous-groupe multiplicatif. Donc, il faut regarder le quotient. Alors, que se passe-t-il? Ça, selon les corps, donc ça, c'est probablement le premier objet à regarder quand on attaque un problème quadratique sur un corps. Hein. Alors, C, bah, c'est facile parce que tout nombre est un carré, c'est quadratiquement clos, puisque c'est algébriquement clos. Et ben, C, ça va faire le groupe trivial. R étoile sur R étoile carré. C'est le signe, d'accord? C'est ce qu'on appelle le signe. Donc un élément non nul, eh ben, son signe, ben, ça va être plus si sa classe là-dedans c'est la classe de 1, et moins si c'est la classe de moins 1. En fait, cet objet-là, pour R, a pour cardinal 2, a pour ordre, puisque c'est un groupe, il a pour ordre 2. Voilà. Donc c'est ce qui nous donne le signe, c'est ce qui nous donne le signe du discriminant, mais il faut bien prendre conscience que on a appris au lycée le signe du discriminant, c'est quelque chose de typiquement réel. Quand on est sur un corps quelconque, c'est pas le signe du discriminant, c'est quelle est la classe du discriminant dans K étoile sur K étoile carré. C'est ça le bon objet. Il se trouve que pour R, c'est 1 moins 1, ce truc-là, donc c'est le signe. Mais en général, ça n'a aucune raison d'être le signe. Et puis, pour les formes quadratiques, ça a donné la notion de signature. Hein, d'accord, avec des plus ou moins. Maintenant, pour FQ, eh ben, c'est pareil. En fait, vous prenez un corps fini, s'il est de caractéristiques différentes de 2, hein, sinon, s'il est de caractéristiques 2, ben, ça va être trivial. S'il est de caractéristiques, parce que le frobonus est surjectif, s'il est de caractéristiques différentes de 2, alors FQ sur FQ carré, pour des raisons purement de dénombrement, hein, et on regarde le noyau, on regarde l'image, etc., et ben, ça va être de cardinal 2, donc c'est 1 et un non carré. Parce que des fois, moins 1 peut être un carré. D'accord? Donc c'est 1 et un non carré. Donc, ça nous permet de regarder le discriminant d'une forme quadratique, c'est-à-dire le déterminant d'une matrice de la forme quadratique, modulo les carrés. Et ça, c'est un invariant, parce que les matrices entre elles, qui sont congruentes, ben, elles ont même discriminant, c'est-à-dire modulo les carrés, elles ont même déterminant. Alors après, pour le corps Q, là, c'est beaucoup plus compliqué, parce que Q étoile sur Q étoile carré, ben, il est plus de cardinal 2, il est de cardinal infini. Par exemple, les nombres premiers, hein, d'accord, vous prenez les nombres premiers, ils sont dans le Q, et ben, ils sont distincts modulo des carrés. Forcément, vous pouvez pas écrire 2 égale 3 fois un carré rationnel. Ça, c'est pas possible. Un carré réel, oui, mais un carré rationnel, non. Voilà, donc ça, c'est le bon objet à regarder pour les formes quadratiques. Alors après, il y a le groupe de Witt d'un corps, c'est le stade après, mais là, ça part plus loin. Après, vous pouvez le regarder dans le livre de Clément de Segabazis, forme quadratique. C'est très très bien. Ça va être tout noir. Ça va être